Nous co-animons cet atelier Mathilde Larson, qui est chargée de mission à Digital 113, et moi-même Bertrand Mouquet, expert numérique à l'AMU, l'Agence de mutualisation de l'université des établissements, un groupement d'intérêt public qui s'occupe du numérique des universités et qui est membre de Digital 113. Et ça fait 3 années qu'on anime un atelier qu'on co-anime un atelier qui s'intitule Numérique responsable et durable. Quels enjeux de formation pour répondre à quels besoins? En fait, l'idée, c'est de faire l'hypothèse que le domaine sera stabilisé le jour où tout le monde sera éduqué, formé, et on aura donc des professionnels et des citoyens totalement au fait sur l'éco-responsabilité du numérique. Donc, nul ne peut aujourd'hui ignorer le besoin de monter en compétences dans le domaine du numérique responsable et durable. Encore faut-il trouver des dispositifs pour acquérir ces compétences. Ces dispositifs de formation, en fait, nous revendiquons à nous tous dans cet atelier que nous animons en fait sur l'année comme étant tout au long de la vie, sont pour tous les publics selon la loi du 15 novembre 2021, la loi REEN. Et ça va de la sensibilisation à la sobriété numérique à la professionnalisation dans les formations d'ingénieurs en informatique ou bien en master avec des modules d'éco-conception. Au-delà des collaborateurs techniques, nous, on va un peu plus loin que la loi REEN. On se permet cette petite fantaisie d'aller plus loin qu'une loi. Et donc, je pense qu'on a entièrement raison. Il est indispensable aussi de former les décideurs et les chefs de projets exclusivement ou partiellement numériques, afin que tout le monde embarque cette sensibilité à mieux travailler avec un numérique éco-responsable. Donc, tout indique en fait aujourd'hui qu'il est grand temps de modifier notre modèle, d'envisager les effets sur l'environnement. Je pense que personnellement, je l'ai dit plusieurs fois aux personnes rencontrées aujourd'hui, on est dans 2-3 années où si on passe pas l'intention, la valeur, mais qu'on passe pas l'opérationnalisation, ben, on sera inaudible au bout de 3 ans. Donc, le but de l'atelier, c'est bien de présenter en manière non exhaustive, hein, pardon s'il y a des gens qui font déjà des actions de formation et qui ne sont pas dans cet atelier, vous êtes le bienvenu pour l'an prochain, mais de montrer en fait des pratiques emblématiques qui existent, aussi bien dans le cadre de formation privée ou publique, initiale et donner en fait la parole à des praticiens. Donc là, on est dans l'opérationnalisation, on n'est plus dans les incantations et l'intention, mais des praticiens de la formation, afin de vous donner à vous des clés de décision et répondre tous ensemble à la question, est-ce qu'on n'a pas tout faux sur la formation? Et je vais aussi sur la formation et sur ce genre de domaine. Donc, c'est un groupe de travail, pardon, j'ai oublié de préciser qu'il a l'avantage de durer toute l'année. Il est copiloté par l'INR, pas ce groupe de travail, mais je vais laisser la parole à Hélène Brustel, pardon, et qui va nous présenter son premier cas. Donc Hélène, est-ce que tu peux apparaître à l'écran? C'est fait. Moi, je vais disparaître. Je suis là. Et je te cède la parole. Pour ceux qui écoutent, on a prévu des interventions qui vont durer jusqu'à 16h30. Le retour des questions, on peut le faire par le chat. On va essayer chacun de répondre, peut-être pas immédiatement, mais par la suite. Et puis, on peut un tout petit peu déborder, mais pas trop, parce qu'il y a du présentiel à 17h sur Toulouse et des gens doivent se déplacer. Donc, on pourra faire durer les questions un petit peu à partir de 16h30. C'est parti, Hélène. Très bien. Merci beaucoup, Bertrand. Bonjour à tous. Donc, je suis Hélène Brustel et je voulais vous parler aujourd'hui d'une initiative qui s'appelle, alors en fonction de à qui on s'adresse, elle s'appelle Écologue ou GT Formation et Compétences. Globalement, cette initiative est née il y a un peu plus d'1 an. Enfin, on va dire, on est en train de fêter à peu près son anniversaire, un peu plus. C'est une association de personnes et de groupes. Donc, on a Thomas Ledoux qui représente la filière informatique nantaise avec l'IMT Atlantique, Nantes Université et Nantes et Centrale Nantes, pardon. Et puis l'INR avec Louise et moi-même qui avons copiloté tous les 3 cette initiative. Pour ce groupe de travail que l'on a donc appelé formation et compétences ou écologue, plutôt côté filière informatique nantaise. Alors pourquoi ce groupe de travail? Alors
l'objectif, c'était du coup de proposer des ressources pédagogiques à tout le monde. Évidemment, les acteurs de la formation, qu'ils soient publics, privés, avaient besoin, en fait, la loi RIN, comme l'a rappelé Bertrand, dont le premier levier consiste à former un maximum de personnes. Donc c'est une très belle initiative, mais il faut quand même donner les moyens à tous nos professeurs et nos enseignants de pouvoir le faire. Et tout le monde n'est pas forcément formé au numérique responsable. Donc on parle bien de la thématique numérique responsable dans un contexte de filière informatique et de métier de l'informatique. Et tout ça à destination donc de tous ceux qui veulent faire de la formation, leur permettre d'avoir du contenu, des syllabus, des éléments en fait de la matière pour pouvoir créer leurs cours et leurs supports de formation. C'est aussi un objectif de répondre, aux entreprises qui cherchent aujourd'hui des ingénieurs, qui ont connaissance de ces sujets-là. À ce stade, c'est encore un petit peu, on va dire, confidentiel. Les gens se forment par leurs propres moyens. L'objectif, c'est que demain, tout le monde ait des bases communes, pour pouvoir, évoluer, quoi. Et bien sûr, tout ça dans l'objectif de construire un numérique plus sobre, mais là, on est dans un contexte plus large. Alors, comment s'est organisé ce groupe de travail? Donc on a organisé ce groupe avec, 4 sous-groupes. Un premier sous-groupe qui avait pour objectif de faire un état des lieux des formations existantes. C'est-à-dire que jusqu'à présent, enfin jusqu'à l'année dernière et même encore maintenant, d'ailleurs, on a du mal à suivre parce que ça évolue, grandement. L'objectif était, de pouvoir identifier quelles formations étaient proposées, alors, par, les enseignants, encore une fois, du public ou du privé, et pouvoir essayer d'identifier quelles étaient les thématiques et les sujets qui étaient abordés, à ce stade-là. Le groupe de travail 2 et 3 avaient, eux, pour objectif de créer, des syllabus, donc vraiment du contenu pédagogique. Alors le GT2 était orienté plutôt, socle commun, donc quel que soit le métier, cible, et le GT3, plutôt orienté, spécifique, par métier. Globalement, pour pouvoir faire, des formations, dont le contenu, venait du GT3, ben, on suggérait fortement d'avoir fait déjà un GT2 qui propose un vernis, une couche, générique, pour tout le monde. Voilà, et dans le GT3, on allait retrouver, des métiers de type, ça pouvait être, product owner, scrum master architecte, informatique et cetera. Voilà, et enfin le GT4 avait lui pour objectif, de publier tout ça. Donc c'est-à-dire l'annuaire et les syllabus, de publier ça sur un site web. Pour ces 4 groupes de travail, pardon, on a eu donc, des pilotes de GT en fait. Donc Thomas, Louise et moi, on était les copilotes de tout ça et chaque groupe de travail avait son pilote de GT pour essayer d'emmener, toute l'équipe parce qu'en réalité, il faut savoir que ce groupe de travail, il est basé sur du volontariat. Donc c'est ce qui explique aussi, les temps, les délais, le fait que c'est pas simple à mettre en place. Donc voilà, donc dans chaque GT, donc globalement, il y avait entre, 10 et 20 personnes par GT pour travailler, sur ces thématiques et tous, sont des personnes du privé, du public encore, que ce soit de l'enseignement ou, dans les entreprises qui travaillent au quotidien, avec ces problématiques. L'idée était de proposer quelque chose d'assez riche et assez large. Donc, on en est où aujourd'hui? Donc, comme je disais, 1 an de travail, c'est beaucoup, et finalement pas pas tant que ça. Donc l'annuaire a été finalisé, donc il va être publié. Les syllabus du GT2 et 3 sont toujours en cours de relecture, et en termes de publication, ça doit être imminent parce que même s'il y a des relectures sur certaines parties de syllabus, il y a quand même des choses qui ont été validées et l'objectif, c'est de publier le plus vite possible pour que au moins les éléments que nous avons, pour que les gens puissent s'en emparer, faire des retours aussi, voilà. L'objectif du groupe de travail n'est pas voilà, c'est pas une vérité absolue, c'est simplement des outils et des moyens, pour, tous les enseignants, pour, tous les formateurs, d'avoir, des bases sur lesquelles, s'appuyer pour pouvoir, correctement former
les personnes qui sont en demande de ces sujets-là. Voilà. Merci Hélène. Je ne sais pas s'il y a une question ou si vous passez par le chat. Voilà, peut-on contribuer à CGT? Si oui, comment? Hélène, je te laisserai répondre par le chat. Ça marche, je réponds. Je réponds par le chat pour laisser Brice prendre le Allez, relais. ça marche. Merci. Merci pour ton intervention. Et pour les Toulousains qui se déplacent à Diagora tout à l'heure, on peut retrouver Hélène pour une autre intervention. Je vous propose maintenant de laisser la parole à Brice qui travaille chez ISIA, qui va nous parler de sensibilisation, de formation, de méthode, finalement, en fait, de comment faire infuser le numérique responsable et durable de la plus large des façons, avec son expérience chez ISIA. Brice, je te laisse la parole. Merci Mathilde, merci Bertrand aussi pour l'animation, l'invitation. Merci Hélène et bravo aussi pour cette initiative qu'on a suivie de plus ou moins près. Et voilà, merci pour ces partages et cette démarche. Cette démarche-là, pour nous, elle fait sens aussi, elle est tout à fait raccord avec la philosophie ou la vision du groupe ISIA, effectivement. Alors nous, l'histoire du numérique responsable, elle est ancrée depuis plusieurs années déjà, 4 ans. Le label numérique responsable, ça fait 2 ans qu'on l'a obtenu en tant que première entreprise de France. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, on a vécu cette aventure-là, cette montée en compétences. Et donc aujourd'hui, c'est inscrit dans nos fiches de poste, dans notre référentiel de compétences, dans notre GPEC, tout ça. Donc, voilà, on est à un niveau de maturité qui nous permet, en toute humilité aujourd'hui, de partager ça, un peu comme le fait l'initiative écologue et tous les acteurs d'ailleurs de l'écosystème. Donc, on a été certifié à l'OPI pour pouvoir voilà, diffuser ça sous la forme de sensibilisation, de formation. Alors, très métier, effectivement, dans l'IT ou pas. Donc aujourd'hui, à qui on s'adresse, en fait, on n'a pas de barrière. Voilà, faut que ça infuse. Plus on touche de monde, mieux c'est. Donc, on peut s'adresser à des publics privés comme publics d'ailleurs, secondaires. Je peux intervenir dans les collèges sur de la sobriété numérique, donc c'est aussi intéressant à ces âges-là de commencer à embrayer des consciences. Donc voilà, dans l'enseignement supérieur, on collabore avec ma collègue notamment, Sophie, qui va intervenir juste après pour venir voilà, sensibiliser les étudiants ou même les former, voilà, parce que leur métier de l'IT de demain va passer par l'éco-conception, par des démarches responsables, outre la loi Rennes notamment. Donc voilà, donc on a des programmes pédagogiques là dans l'enseignement supérieur qui sur le premier semestre là commencent à être assez intéressants, plus de 40 heures. Alors il y a Polytech aussi, des écoles d'ingénieurs chez qui on va intervenir. Donc voilà, toute cette montée en compétences, on l'a structurée. On a un catalogue, on a divers dispositifs, hein, les fresques du climat, les fresques du numérique. Donc pas mal de monde autour de la table ici connaissent cet outil ludique, pédagogique, qui a pas mal d'impact et qui peut réveiller pas mal de dynamiques. Donc ça, voilà, c'est dans l'enseignement, c'est aussi dans le public, c'est aussi dans le privé. Ces dispositifs de sensibilisation, ils permettent pour des fonctions transverses du top management, des COMEX par exemple, de commencer à engager des démarches, parce que c'est vraiment ça qui se traduit en fait dans la formation, dans la montée en compétences. C'est un cheminement, quoi. On améliore, on part de là où on est, avec un état des lieux qui peut être différent selon les entités. Et puis on adapte le dispositif de montée en compétences, de sensibilisation sur cet état des lieux. Donc voilà, pas de barrière sur le public, de la sensibilisation selon où on part et de la formation vraiment très structurée, les parcours. On a pu co-construire par exemple avec le groupe BPCE voilà, un parcours avec 5 modules, donc des fondamentaux jusqu'à l'architecture responsable en passant par le développement, la conception. Donc voilà, on a travaillé avec eux ensemble, main dans la main. Donc c'est aussi ça, nous, ce qu'on a fait chez nous
en interne collectivement, on le fait aussi à l'externe collectivement. L'intelligence collective, c'est notre vision de la société responsable. Donc voilà, on déploie tout ça à notre échelle. Hein, voilà, on essaie de s'adresser à tous les acteurs avec qui on travaille et à qui on peut profiter tout ce savoir-faire, ces méthodes. Donc voilà, aujourd'hui, on va même aussi former le personnel enseignant pour pouvoir aussi déployer tout ça de manière la plus autonome possible, que les gens s'en saisissent. Donc c'est vraiment ce qu'on essaie de diffuser dans l'information aussi, c'est que les gens, outre la prise de conscience, la mise en mouvement, diffusent aussi, s'approprient et adaptent tout ça à leur contexte. Donc, si je vais terminer là-dessus, pour nous, les formations, voilà, c'est pas quelque chose de figé, ça évolue, c'est pas immuable. Alors, je vais citer, alors je vais faire une citation de Richard Powers, je ne sais pas si vous connaissez l'arbre au monde, et moi j'aime bien, alors ça fait raccord un peu à la thématique de la journée, qui dit que savoir de façon certaine, ça n'existe pas. Donc en fait, les seules choses fiables, c'est l'humilité et le regard attentif. Donc c'est un peu ça l'idée pour nous du coup aujourd'hui, c'est de poser régulièrement la question, est-ce qu'on a faux ou pas? Peut-être parfois non. Et du coup, voilà, itérer, c'est aussi la démarche numérique responsable, c'est de se poser la question, d'améliorer permanence. Donc voilà, on a des choses à proposer, mais on construit aussi avec les autres acteurs et puis on diffuse ça au maximum. Donc, voilà, c'est notre ambition. Je vais laisser la main à mes collègues. C'est à moi de prendre de faire le lien. Merci Brice beaucoup pour la présentation du groupe Lydia. Donc Emmanuel Muton l'avait signalé ce matin, ce côté itération que le met en place, un peu comme une méthode agile. Et effectivement, dans la mise en place de dispositifs de formation, on est aussi dans cette interrogation, d'autant que l'exigence, ça peut monter. On voit bien que la loi, elle ouvre de la sensibilisation à la professionnalisation. Donc ça veut dire que d'une année à l'autre, on aura peut-être, par exemple, dans le cas qu'on va avoir suivant, quelque chose qui sera un glissement de la sensibilisation vers la professionnalisation. Donc, on accueille Antoine Gadmer et Mathilde Gardon. Et je vais laisser vous présenter. Merci beaucoup. Donc, je m'appelle Antoine Gadmer, je suis enseignant-chercheur du coup au sein de l'EPF École d'ingénieurs sur le campus de Montpellier. Et depuis 3 ans, on a ouvert une nouvelle majeure, l'équivalent de M1, M2, sur la question du data engineering. Bonjour à tous, merci de l'invitation. Moi, je suis super content d'être là. Du coup, j'interviens au sein de cette majeure pour la partie sur les impacts du numérique et pour aller plus loin aussi sur la partie de la mesure. Donc, on aborde le sujet et les méthodes de l'éco-conception et surtout de la CD dans le cas du numérique. En tout cas, de l'état de l'art, de ce qu'on veut faire à l'heure actuelle. Ce qu'on va voir, c'est... Mais je suis développeur de métier depuis 10 ans, donc rien à voir au départ avec un parcours de formation. Donc, l'EPF est une école d'ingénieurs généralistes qui est sensible aux enjeux de toutes les transitions dont on n'a pas entendu parler ce matin, environnementale, énergétique, numérique, sociétale. D'ailleurs, il y a 8 ans de ça, lors de la première édition du Green IT Day, elle a eu lieu dans les locaux sur le campus de Montpellier. Et donc, on est très fiers de suivre cette journée depuis tout ce temps-là. En tant qu'ingénieur généraliste, de toute façon, c'est des questions qui sont essentielles. Chez nous, dès qu'ils arrivent en L1 ou en L3, on utilise les outils de la fresque du climat pour les sensibiliser à ces questions environnementales qui vont être au cœur de leur future vie de citoyen et de future vie d'étudiants et d'ingénieurs, évidemment. Et on essaye d'aller un cran plus loin avec l'institution d'un forum ouvert qui nous a permis de réfléchir tous ensemble, étudiants, administratifs, enseignants, autour des questions d'un campus responsable et durable, et qui a lancé du coup un certain nombre d'ateliers qui sont en cours
autour de problématiques qui ont été lancées par tous les participants. Ça peut être comment se nourrir, faire du zéro déchet en étudiant sur un campus. Ça peut être autour du low-tech, ça peut être autour de la réparation, etc. En 4e, 5e année, donc l'équivalent M1, M2, les étudiants peuvent choisir entre 8 majeurs sur les 3 campus de l'EPF. À Montpellier, on est concentré sur une majeure énergie-environnement et une majeure data engineering. Et même si c'est un profil plus numérique, on va dire, c'est vraiment dans l'ADN de cette majeure de réfléchir aux questions d'impact environnemental. Ça se décline sous deux manières. En fin de M1, du coup, par la participation à la fresque du numérique, qui est une autre variante, on va dire, ou en tout cas de l'outil de la fresque du climat, mais dédié aux impacts environnementaux du numérique, qui leur permet justement déjà de prendre conscience et de rentrer dans le sujet. Et en 5e année, en dernière année, on a une Responsible Data Science où on va aborder à la fois les aspects éthiques, légaux et d'impact environnemental, avec vraiment la nécessité pour ces futurs ingénieurs qui arrivent, qui vont être sur le marché, d'être capables de savoir comment réaliser une analyse de cycle de vie et comment arriver à amener le changement dans les systèmes une fois qu'on a mesuré. C'est pour ça qu'on a fait appel à Mathis et une équipe d'ailleurs d'enseignants avec lui. Merci Antoine pour cette présentation du module. Donc nous, pour essayer de rebondir à la question que posait Bertrand sur est-ce qu'il faut remettre en cause la formation, c'est une bonne question. Je dirais que au-delà de la remise en cause, parce que j'ose espérer quand même que quand on fait de l'éveil de conscience sur ces sujets, c'est qu'on va dans la bonne direction. La manière de faire, il y a peut-être des choses où moi, ce qui me frustre le plus, c'est d'arriver avec des étudiants qui sont en général très très peu sensibilisés. On en a parlé tout à l'heure ce matin, c'est l'enjeu de la loi Rennes, il est hyper important pour distiller ces concepts et ce socle de base de connaissances bien avant, parce qu'il faudrait qu'au collège et au lycée, on ait un socle commun. Ça va bien sûr de la sensibilisation, de la compréhension des enjeux et des impacts du numérique, et ça va plus loin, ça va jusqu'à la partie outils clés de référentiel d'analyse cycle de vie. Pas forcément qu'au numérique, ça manque vraiment beaucoup dans les formations post-bac. On a très peu ça, donc moi je dois reprendre, avant d'attaquer la partie numérique, la partie aussi outils d'analyse cycle de vie au sens large. Qu'est-ce que c'est qu'une empreinte carbone en CO2 équivalent? Qu'est-ce qu'on exprime? Qu'est-ce que c'est qu'une pression sur les ressources minières, donc en ce qu'on appelle les ressources abiotiques, la pression sur les ressources en eau, la pression sur les énergies primaires? Tous ces critères ne sont même pas du tout connus. Donc en fait, je prends des étudiants qui sont loin et qu'on essaie d'amener le plus loin possible dans la démarche d'une analyse cycle de vie. Alors, le tout en anglais en plus, qui rajoute une petite subtilité dans la formation. Et donc, on repart vraiment de la base de l'empreinte du numérique. Donc, bien sûr, ils ont fait des fresques climat, numérique, mais on le sait, ça suffit pas. Il faut faire des couches et des couches pour que les concepts et les notions, elles s'imprègnent vraiment. Que ce soit quelque chose qui soit un peu des automatismes pour ces étudiants, que quand ils voient un nouveau produit, une nouvelle plateforme, ils aient le réflexe de questionner son utilité essentielle, la manière dont c'est fait, est-ce que c'est la bonne façon, etc. Tout ça, c'est des réflexes qui s'ancrent avec des couches de rappel, des piqûres de rappel, un peu comme on a tous vécu pour le climat, sur la sensibilité climatique, il nous a fallu des piqûres de rappel, c'est la même chose pour le numérique. Donc, je re-rentre dessus. Et ensuite, je présente vraiment l'outil ACV dans son ensemble, avec l'idéal de tous les critères qu'on pourrait devoir mesurer dans une ACV, avec bien sûr des critères comme la pollution, les effets sur la pollution, air, sol, eau, pour ensuite rappeler que dans le cadre du numérique, on manque encore beaucoup de bases de données ouvertes, de bases de données communes et de bases de données fiabilisées. Et donc, je suis obligé, parmi les limites de ce qu'on a à l'heure actuelle, ce qu'on est capable de faire, je suis obligé d'expliquer que typiquement, le numérique étant quelque chose où la pollution se fait loin, dans des pays où il n'y a pas de réglementation et où les filières de fin de vie sont souvent illégales, on n'a pas de métrique là-dessus, on n'est pas capable de mesurer ça correctement, alors qu'on sait que c'est un enjeu majeur. Donc, je montre aussi les limites de notre connaissance actuelle et là où on doit travailler pour avancer dessus. Et j'explique
toutes les étapes du cycle de vie, j'explique le système des couches, la base en gros de l'analyse d'un service numérique. Et on le fait ensuite de manière très didactique en cours, ensemble, pour avancer sur une analyse simplifiée. On prend un référentiel assez cadré, j'explique toutes les subtilités d'un référentiel, et puis on avance avec ça là-dessus pour que tout le monde saisisse un peu la démarche globale, la méthodologie, et comment on peut s'y prendre sur n'importe quel service avec des référentiels ouverts, en tout cas les chiffres les plus à jour possibles. Donc, je liste un peu tous les référentiels qu'on peut utiliser pour les équivalences carbone, les équivalences pression sur les ressources en eau et pression sur les ressources abiotiques, donc minières, etc. Une fois qu'on a ça, ben on passe évidemment à la partie éco-conception. Alors là, c'est pareil, j'ai fait exprès de prendre cette image parce qu'elle est un peu ironique. C'est pas parce que l'ordinateur est au milieu d'une pelouse qu'on a éco-conçu quelque chose, un produit ou un service. Et pourtant, c'est souvent ça qu'on retrouve quand on voit la communication sur l'éco-conception. Il est pas, c'est loin d'être là aussi profond et aussi autant de remise en cause que ça pourrait être. Donc, on reprend un peu la base de l'éco-conception. Qu'est-ce que c'est? Comment c'est différent du l'IT for Green, du Green for IT? Il y a différentes manières de faire du numérique responsable, mais l'éco-conception va un peu plus loin. Mais elle n'est pas non plus la conception numérique responsable. C'est-à-dire que l'éco-conception est la partie environnementale et la conception numérique responsable intègre la partie sociale, la partie éthique d'un service. Donc, j'essaie de distinguer un peu les différents niveaux de la démarche d'éco-conception. Puisqu'il y a le cours sur le data ethics qui aborde aussi d'autres aspects du truc, quoi. Et ensuite, là, c'est vraiment Mathias qui après reprend le sujet, donc un des intervenants de ce module. Et là, en gros, il y a les bases de l'éco-conception, c'est aussi les niveaux auxquels on peut concevoir un produit. Donc, il y a des sortes de niveaux, du niveau 0 au niveau 5, on va dire, où on parle de l'optimisation technique d'abord, qui est une première étape, une première brique importante. Après, on peut remettre en cause des choses un peu plus profondes, un peu plus lourdes à mettre en place, l'architecture d'un service, les choix technologiques. Donc là, ça demande beaucoup plus de travail. Soit on peut le faire dès le début du cycle de vie d'un produit, soit quand on doit réinventer un produit, c'est plus lourd. Faut réimaginer une archive, faut réimaginer des stacks techniques et tout ça. Et puis, on va jusqu'à les innovations de rupture, les solutions radicales pour réinventer complètement un service, qui sont un peu comme ce que nous a présenté ce matin Hérétique. Une manière de se déplacer avec un GPS qui n'est plus un GPS, qui n'est plus d'un point à un point B avec toutes les étapes intermédiaires. Donc ça, c'est une innovation de rupture par rapport à la manière de faire, mais elle a des intérêts réels par rapport à l'éco-conception de ce truc. Et ça va, en plus, leur service va plus loin parce que c'est aussi de la conception d'un service numérique responsable. Il y a des impacts sociaux associés qu'ils ont réussi à intégrer. Voilà, donc c'est un peu l'état de la formation, l'état de ce qu'on peut leur transmettre, en essayant de toujours se tenir à jour, parce que chaque année, je réécris beaucoup du cours à cause de tous les changements qu'il y a sur les papiers de recherche, sur les chiffres, sur les bases de données, qui sont encore en cours de consolidation. Si je peux me permettre pour le mot de la fin, on s'aperçoit, et on l'a vu encore ce matin, que c'est bien évidemment de former les ingénieurs et de sensibiliser les ingénieurs, mais ça ne peut se faire qu'avec des décisions au global dans l'entreprise. Et il y a vraiment, voilà, c'est un élément, et on leur apprend aussi qu'il va falloir aller convaincre les managers, convaincre la direction de la pertinence de ces choix-là. Et donc, ça veut dire qu'il faut former tout le monde, et pas que les techs. Un des points clés de l'éco-conception, c'est clairement que des fois, on manque de... Mais ça va être exactement la passation avec la suite, c'est qu'on a besoin de vision d'ensemble, et c'est pas que la technique qui va pouvoir faire changer les choses. Parfois même, c'est au-delà de leur responsable business, c'est la loi. Alors moi, je vais citer un exemple parce que j'ai travaillé pour comme moi, du coup, une boîte de la IoT qui fait un boîtier domotique pour favoriser l'autoconsommation de panneaux solaires. Donc ça, c'est bon, voilà, on a un service, on est dans le cloud, un cloud public partagé, celui de Google en l'occurrence, parce qu'on a de l'IoT, qui a vraiment des services assez pointus qui sont difficiles à retrouver dans des clouds plus souverains. Et pour choisir le cloud le plus éco-conscient, on a regardé voilà, sur les différents clouds ce qui se présente en Europe. Et là, on voit qu'il y a des énormes différences sur l'intensité carbone des mix électriques de chacun des clouds. Mais il y a aussi des énormes différences de prix, parce qu'en fait, l'impact carbone n'est pas encore factorisé dans le prix d'un cloud souverain. C'est pas le cas à l'heure actuelle parce que la loi en Europe l'a pas poussé assez, donc on n'a pas une taxe carbone suffisante là-dessus. Et du coup, parfois, ça va à l'encontre d'enjeux business, de devoir faire un choix d'éco-conception ou un choix de numérique responsable. Il peut aller à l'encontre d'enjeux business. Donc des fois, ça nous dépasse encore au-delà du business model. Voilà.
Eh bien, merci, messieurs. On sent les passionnés qui parlent. Merci. Et alors, ça fait d'excellentes transitions pour les 2 prochaines interventions. Merci, Mathis. Je vous propose d'accueillir en premier Sophie Lèbre, qui est enseignante-chercheuse et co-responsable du master MIACH à l'université Paul Valéry, donc Montpellier 3, qui va nous présenter le master MIACH, mais aussi voilà, comment le programme évolue de façon concrète. Exactement ce que ta conclusion, Mathis, en fonction des sujets sociétaux de climat, d'éthique, etc. Sophie, si tu es par là, je te laisse continuer. Merci beaucoup Mathilde. Effectivement, mais je vais commencer par présenter rapidement la formation pour se positionner et voir ensuite pour faire un retour d'expérience sur comment on essaie de faire face à ces problématiques. Donc le master MIACH, MIA, c'est pour mathématiques et informatique appliquée, au SHS, donc sciences humaines et sociales, à Paul Valéry. Et donc c'est un master qui forme au métier de data scientist, un mot qu'on entend souvent, mais bon, c'est de l'analyse de données et de l'extraction d'informations. Ça est une formation qui forme à justement toute la chaîne de traitement des données, donc depuis les données brutes jusqu'à l'utilisation, l'extraction de connaissances. Donc, ça va passer par la collecte de données, le traitement, le nettoyage, mais aussi des analyses exploratoires, de la modélisation statistique, et puis l'entraînement de modèles pour des analyses plus avancées, causes, conséquences et corrélations, etc., ou des prédictions, ce qui correspond un petit peu à ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui comme le machine learning, et qui demande de plus en plus de données, donc le big data. Voilà, c'est le positionnement et des méthodes qui sont aujourd'hui utilisées dans tout secteur. Et donc, forcément, le numérique responsable, c'est vraiment au cœur de cette activité. Donc, bien sûr, de par les usages du numérique et notamment les enjeux climat dont on a parlé, à travers les outils, les développements, la façon de concevoir la chaîne de production pour l'analyse de données, donc quels outils, comment on développe tout ça. Ça, c'est vraiment dans la technique, mais aussi, c'est aussi notre côté SHS. On a mis beaucoup d'attention sur tous les impacts sur la société, donc notamment via l'accessibilité numérique et la pratique de l'IA, les impacts que ça peut avoir sur la société. Alors, est-ce qu'on a tout faux? Je pense qu'on a vraiment raison de s'en préoccuper. Par contre, c'est sûr que c'est sans fin et on ne peut que s'améliorer. Un petit retour d'expérience, c'est l'occasion de faire ça ici aujourd'hui. On a commencé par se former en interne parce que c'est des choses qui ont toujours été présentes dans les formations en informatique, au niveau des usages, etc. Mais la pression est beaucoup plus élevée maintenant, donc il faut en faire plus et aller plus loin. Et pour se former, effectivement, on a beaucoup utilisé les ressources de l'INR. Donc, merci beaucoup, j'en profite. On a aussi utilisé d'autres ressources, notamment le label Eco-Info, on en a entendu parler pas mal ce matin. Et aussi, on a voulu s'entourer, c'est-à-dire ne pas faire ça seul face aux enjeux, mais plutôt créer du dialogue entre les différents acteurs, on va dire, de la société. Et on a essayé de construire ça en lien étroit avec les entreprises, notamment à travers l'alternance, puisque c'est une formation qui est en alternance sur les 2 années, mais aussi à travers les administrations publiques, aussi par l'alternance ou les laboratoires de recherche. Voilà, l'idée, c'est que la question est vaste, qu'effectivement, il faut se mettre à jour chaque année. Comme Mathis l'a dit, ce n'est pas si évident. Et le fait de le faire ensemble, notamment aussi à travers cet atelier, de partager des expériences, des contacts, des pistes pour avancer, c'est vraiment très utile. Et alors, plus précisément, dans la formation, il y a des interventions extérieures à travers des cours. On a mis en place une nouvelle maquette avec, dès le début, donc ça se passe en 2 ans, le master, dès le début du master, un module qui sensibilise et qui forme justement aux impacts, la base un petit peu présentée par Mathis, une sensibilisation et puis les impacts des machines, des usages, du cloud en gros. Mais on a voulu que ce soit présent de façon transversale dans la formation et que ça se retrouve le plus possible à travers l'ensemble des enseignements, et notamment via l'alternance.
Par exemple, donc chaque année, M1, M2, il y a un mémoire de fin d'année. Et le fait d'imposer une section dédiée au DDRS est super important. Ça paraît pas grand-chose, mais en fait, ça crée des échanges avec les entreprises, puisque l'étudiant va vouloir se renseigner sur le positionnement, les démarches faites dans l'entreprise, et pour pouvoir l'inclure dans son mémoire, et ça crée pas mal d'échanges. Et ensuite, il y a d'autres interventions possibles. Par exemple, des entreprises ou des organismes peuvent être commanditaires d'un projet. Donc, c'est aussi une façon de l'intégrer dans la formation. Un projet en groupe, soit sur l'année, soit sur une semaine banalisée, qu'on appelle le marathon du web, où il y a aussi des enjeux d'éco-conception et d'accessibilité pour développer une appli interactive d'analyse de données. Voilà, donc c'est vraiment la base, un petit peu la méthode qu'on a choisi d'utiliser pour se tenir à jour et fonctionner ensemble. Et jusqu'ici, ça nous apporte beaucoup. Et bien sûr, il va falloir continuer dans cette direction. J'ai vu une question tout à l'heure dans le chat sur la formation continue. Ce qu'on propose aussi, appuyé sur le master, c'est un diplôme d'université, Data Scientist, donc, qui permet justement de faire une reprise d'études en choisissant certains modules, une dizaine de modules sur M1, M2. Donc, ça peut permettre aussi de venir compléter des compétences. Et il y a vraiment un échange, en fait, on essaye d'ancrer à la formation sur les attentes de l'activité socio-économique et puis aussi de proposer des formations et de fonctionner ensemble via des projets ou des projets d'alternance. Et c'est en fait, c'est comme ça qu'on fonctionne sur l'ensemble des cours, et plus particulièrement sur le numérique responsable, qui est quand même quelque chose sur lequel il a fallu se former récemment. Voilà, et peut-être, oui, effectivement, sur l'éthique, c'est vraiment, il y a été question ce matin d'arbitrer, c'est-à-dire faire du numérique mieux, ça, on sait faire. Enfin, on sait faire. On a passé beaucoup de temps à le faire, on a réussi à réduire. Et aujourd'hui, il faut peut-être faire un cran plus loin et essayer d'arbitrer, de voir quand est-ce que ça va être vraiment utile. Et à travers justement l'aspect sciences humaines et sociales, en fait, dans des projets d'analyse de données, on va sensibiliser les étudiants et proposer justement des directions qui nous paraissent, du moins, pouvoir apporter à la société, comme des applications à la santé, au climat, à l'énergie, utiliser, vulgariser l'open data. Et voilà, je serais ravie de répondre aux questions s'il y en a à la suite de cet atelier. Merci. Merci Sophie. Il y a des questions, peut-être si tu peut-être y répondre, tu regarderas. Oui, il y a des réactions, on répond en fait dans le chat. Merci pour vos interactions. Pour la suite, nous accueillons Montpellier Business School, Catherine Mercier et Donoxy Baillon. Donc, nous vous cédons la parole pour nous parler de formation des managers responsables à Montpellier. Bien, bonjour, c'est déjà un grand plaisir d'être là. Merci à Digital Central pour cette journée, déjà depuis 8 ans, et d'y associer depuis plusieurs éditions déjà le milieu académique dans toute sa diversité, puisqu'on est école, université, privé public. Moi, je suis Catherine Marier, donc je suis responsable d'études et prospective à MBS. Ça veut dire que je travaille sur les mutations de la société et je regarde quels sont les impacts sur les métiers d'entreprise. Ensuite, je retransmets aux collaborateurs de l'école, les directions, enseignants, directeurs de programme, l'ensemble des collaborateurs en fait. Et ça signifie que je suis beaucoup dehors de l'école. Je suis des événements comme celui-là pour être au cœur des visions, comprendre les besoins, les attentes des secteurs et des entreprises. Alors jusque-là, dans les années précédentes, je venais rappeler que tous les métiers, et pas que la tech effectivement, que tous les métiers du commerce, de la gestion, du management étaient complètement impactés et ne se concevaient pas sans le numérique et étaient sensibilisés au numérique. Aujourd'hui, on vient avec Donoxy témoigner pourquoi le numérique responsable est incontournable et intégré dans la formation des managers responsables. Alors, on va le retrouver à MBS dans des formations ciblées, dans des certificats et des diplômes spécialisés.
mais on va le retrouver au sein même des formations généralistes. Ça fait écho d'ailleurs à ce que j'ai entendu ce matin, hein, où il était dit ce sujet, c'est l'affaire de tous dans l'entreprise, pas que dans les DSI, avec des interactions dans les services. On ne peut pas le considérer isolément. Bien, en fait, chez nous, dans les formations généralistes, tout a été remis à plat il y a 2 ans. Et on a placé les différentes responsabilités sociales, sociétales et environnementales au cœur même des programmes. Du coup, les responsabilités ne sont pas cloisonnées ni traitées séparément. Et on apprend aux apprenants, qu'ils soient juniors ou professionnels, là aussi pour la question sur la formation professionnelle continue, on leur apprend à gérer la complexité de tous ces enjeux, repenser la stratégie. On a défini un portefeuille de compétences qui sont indispensables à s'approprier. Pour rentrer dans le vif de nos pratiques académiques, je donne de suite la parole au docteur Donald Stibello. Il est spécialiste de la stratégie et de la transformation digitale. Il est à MDS enseignant-chercheur et responsable pédagogique d'une formation spécialisée en MSI, en transformation digitale et conseil en organisation. Et Donald Stibello connaît bien et le milieu académique et le milieu professionnel, puisqu'il travaille tant dans l'enseignement que dans l'accompagnement des organisations dans leur transformation digitale avec des expériences en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Donald, tu es prêt? Je suis prêt. Est-ce qu'on m'entend? Le relais. On m'entend? Parfait. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Merci Catherine. Je voudrais parler juste de l'approche pédagogique, en particulier là. Disons qu'on réfléchit à la responsabilité en termes d'éthique et on réfléchit à l'éthique en termes de prise de décision située au niveau individuel et au niveau collectif. Et merci Brice d'avoir parlé d'intelligence collective, que ce soit pour les acteurs que l'on forme, formation initiale, continue, accompagnement des dirigeants ou les ingénieurs qui veulent une double compétence managériale, EPF, il faut qu'on se parle. Alors aussi, d'une manière générale, l'esprit, c'est d'apprendre à apprendre parce que les technologies évoluent rapidement avec une structure cognitive en T, avec une spécialisation et une expertise et puis un instinct de curiosité pour qu'il fasse une veille notamment. On a 2 positionnements très forts. D'abord que la technologie est au service de l'humain. On a cette espèce de vieille vision romantique qu'on fait des esprits libres, critiques et indépendants. Et donc, la question du choix se pose dans la technologie, que ce soit la transparence, que ce soit l'explicabilité des modèles, que les individus puissent agir dessus. C'est le premier positionnement. Le deuxième positionnement, c'est que la technologie est au service de la stratégie. Donc, c'est la manière dont on l'enseigne. La stratégie a changé, c'est ce que l'on pense de manière très forte. On ne peut plus enseigner l'école de la planification comme avant, avec ces 3 grands paradigmes qui sont que le monde est prévisible et certain, qu'on est le seul à agir, et que l'entreprise a une stratégie, et qu'il y a une sorte de contrôle sur l'environnement, une espèce de linéarité des effets. Si on fait A, B va se produire. Et on pense qu'il y a une triple disruption, qu'il y a un nouveau normal. Cette triple disruption, elle est d'abord environnementale. On a des besoins infinis et des ressources rares et peu de temps pour agir. Comment on fait une stratégie sous contrainte? Elle est aussi géopolitique. On est dans un monde fragmenté, instable, avec une compétition pour l'accès aux ressources et peut-être cette espèce de chose que l'on se pose, est-ce qu'on va vers une démondialisation et une disruption technologique avec des marchés entiers disruptés par la technologie. Ces 3 niveaux interagissent. On réfléchit à faire une chaire en stratégie face au nouveau normal. Il faut qu'on se parle à nouveau. Mais il y a un lien entre les 3. Par exemple, si on prend la géopolitique de l'iPhone avec des ressources rares comme le coltan, ça a un impact en réalité, ou le coût écologique des données numériques, que ce soit, donc on enseigne par exemple en big data la publicité programmatique et le real-time bidding, et qu'est-ce que ça veut dire, ou l'intelligence artificielle, est-ce qu'on ne peut pas réduire le coût des données numériques avec la notion de compétence en IA, est-ce qu'on peut rendre l'apprentissage des machines plus économe? Il y a un très bon papier d'Ian LeCun qui vient de sortir, on se pose la question du bon sens, par exemple, qu'est-ce que le bon sens en intelligence artificielle? Voilà. Ensuite, on enseigne l'éthique d'une manière assez particulière, puisqu'on voit 4 avenues d'analyse pour l'éthique, que ce soit les intérêts à agir, des acteurs, une éthique des conséquences, avec les conséquences pour toutes les parties prenantes. Donc, on les invite à cartographier les parties prenantes de premier ordre et de second ordre, puisque toutes nos décisions
ont un impact direct et indirect. Il y a une partie prenante silencieuse qu'on ne mentionne pas assez, c'est l'environnement. Il est temps de la mettre sur le devant de la scène. Une éthique des devoirs. Tous les devoirs sont dans des relations. Mon devoir vis-à-vis de Digital 113, mon devoir vis-à-vis du programme, etc. Et une éthique des vertus ou des valeurs. On sait que toutes les organisations ont une axiologie, ont des valeurs qui sont importantes pour les consommateurs, mais pour les employés et d'une manière générale pour les marchés, la presse, les réseaux sociaux. Donc, avec ces 4 avenues d'analyse et d'intérêt, les conséquences, les devoirs et les vertus, on leur demande de procéder d'une manière assez systématique pour définir la dimension éthique d'un problème, décider quelle avenue d'analyse éthique explorer, défendre son point de vue. On ne fait jamais de l'éthique seul, il faut emporter le changement. Et enfin, délivrer. La question de l'implémentation est toujours très compliquée, notamment dans la transformation numérique. Avec l'idée derrière on leur demande aussi de réfléchir à comment ils veulent classer l'ordre de priorité des parties prenantes et comment ils le justifient. Voilà, c'est un peu l'approche pédagogique. 6 post-it, 6 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci, Donoxti, pour ton intervention. Bertrand, est-ce que je te laisse la main? Oui, pardon. C'est que je ne me souvenais plus. Si j'animais, je réponds à la question en fait de Didier, mais j'ai essayé de vous répondre, Didier, de manière parcellaire sur Didier parlait dans le chat. On peut prendre d'autres questions aussi. On a 5-10 minutes, on peut les prendre aussi. Demander en fait comment on pouvait avoir un mode de fonctionnement basé sur comment le numérique responsable amortit la sobriété numérique des ressources IT, et est-ce qu'il y avait un moyen de faire des contraintes pour arriver à faire des choix, des contraintes de prix, etc. Moi, je peux répondre sur la partie marché public, puisque l'agence de mutualisation d'université gère le marché public national Matinfo. Ce matin, le collègue de l'INERI en a parlé. Avec pour sa dernière version, justement, on a insisté pour que il y ait un volet, on va dire, basse consommation. Je ne sais pas comment le dire, je ne suis pas de la techno, mais en fait, des dispositifs qui consomment moins, c'était un des critères. Donc, c'est une façon de faire évoluer les pratiques. C'est une façon aussi de mettre la contrainte sur les constructeurs, et de montrer, puisqu'on a un gros volume d'achat, qu'on va faire particulièrement attention à cet effort. Je ne sais pas répondre pour les autres parties, inclus un long reconnaissance, mais ce n'est pas le cas. Pour le cas, je contacter avec plaisir. Oui, je pourrais vous donner, Audrey, je vous donnerai les contacts sur le marché Matinfo, il n'y a aucun souci. C'est vrai qu'on n'a pas dû reconditionner. Par contre, ceux qui achètent via ce marché public mettent en place un cycle de vie de produits jusqu'au recyclage. Ce matin, on parlait, je connais quelques universités qui emploient en fait des sociétés pour convertir leur matériel et les remettre et leur donner une seconde vie en dehors du marché. C'est pas forcément dans les écoles, ça peut revenir aussi en chèque auprès des employés quand ils en ont besoin. Donc ce genre de choses existe. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, vas-y. Je vais peut-être enchaîner pour la question de Didier. Elle est intéressante quand même sur la partie du développement sous contrainte, de l'architecture sous contrainte. C'est assez compliqué de proposer des choses qui soient crédibles sur le marché du travail à l'heure actuelle. Moi, c'est plus un exercice philosophique que je leur propose, avec l'idée de savoir comment c'est possible d'héberger même une simple page web, un simple site web avec le minimum de ressources. Je montre des exemples comme ceux de Low-Tech Magazine. Donc ça, c'est un site web qui est hébergé sur une pile qui tourne avec une petite batterie de 12 volts et un panneau solaire, et qui est hébergé toute l'année, qui est accessible toute l'année. Et sur la page, on voit le reste de batterie restant. Eux, ils ont fait l'exercice d'aller au minimum du besoin d'infra nécessaire pour servir une page web. Donc, la page web doit être la plus optimisée possible, etc. C'est plus d'exercice pour l'instant philosophique pour se questionner sur le besoin qui, derrière, va les amener à éco-concevoir avec plus de possibilités, plus de cartes en main. Mais c'est difficile de leur proposer des solutions hyper sobres dans le monde du travail, à part de leur donner des frameworks et des manières d'approcher. Alors moi, je suis développeur web, donc je parle beaucoup du web, des manières d'approcher des services en allant vers des frameworks moins gourmands. Pourquoi ils sont moins gourmands? Du static site generation, pour ceux que ça parle. Donc, on génère la page avant de la servir. Il y a beaucoup moins de JS dans le client, donc sur le PC, sur le téléphone. Ça consomme moins d'énergie chez le client.
il y a des choses moins lourdes à envoyer sur le réseau. Bon, j'illustre comme ça. Mais ça reste encore à ces niveaux-là. On n'est pas en développement sous contrainte, revenir aux années 90 et développer avec 2 mégas de RAM. C'est pas le méga de disque dur là. Voilà. Voilà pour donner un peu de contexte. J'espère que ça répond un peu mieux à ta question. Je voudrais juste rajouter un élément puisqu'on parle de formation. À l'Université centrale Nantes, il y a des initiatives qui ont été lancées pour aussi proposer des cours de low-tech. Voilà, on parlait depuis un petit moment, notamment Mathis faisait référence tout à l'heure sur concevoir un peu différemment. C'est pas parce qu'on a un PC dans le jardin que, que tout est vert. Et justement, je pense que la démarche low-tech est aussi une démarche de conception qui est intéressante à prendre en compte. Et donc, voilà, je vous invite je vais peut-être partager un lien, mais je vous invite à voir aussi ce qui a été fait, c'est les initiatives qui sont prises dans le sens de la low-tech. Peut-être une question qu'on pourrait prendre, vous qui écoutez, si quelqu'un se lance sur le chat, on va peut-être pas vous donner la parole, ça va être compliqué, mais quel serait pour vous justement un besoin en termes de formation? Vous êtes venu dans cet atelier parce que vous ne savez pas ce que c'était, vous cherchez un formateur, vous cherchez un plan de formation tout prêt. Est-ce que si certains veulent s'exprimer par le chat, ça complétera les 5-10 minutes qu'il y aura par la suite. Est-ce qu'il y a une définition normalisée de la low-tech? Question de Thierry Béron. On y a un peu répondu ce matin. En fait, ouais, on avait quelqu'un ce matin, monsieur Biouix, qui a écrit quand même un livre là-dessus. Est-ce que ça donne une définition? Mais en tout cas, en tant que copile, on l'a choisi parce que justement, il avait écrit cet ouvrage sur les low-tech. Ce que j'ai retenu, c'était que du coup, le low-tech, c'est surtout une question de démarche. L'idée, c'est pas d'arriver à faire des choses avec des bâtons et des ficelles, mais d'essayer de réfléchir dans un contexte donné à est-ce que on peut réduire l'usage des technologies à ce qui est nécessaire. Et donner l'exemple, par exemple, sur les réseaux télécoms, des problématiques d'empilement. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir la 2G, 3G, 4G, 5G en parallèle au niveau des utilisateurs? Est-ce que réfléchir à ce que ça serait la low-tech dans les réseaux télécoms, peut-être déjà réduire ces empilements, ça serait déjà une démarche low-tech dans ce cadre-là. Après, du coup, c'est vrai que c'était, pour moi en tout cas, plutôt une nouvelle définition ou un élargissement de la définition classique, mais qui m'a semblé, on va le remettre dans le chat, une définition intéressante sur la question. Ouais. Et après, de ne pas le faire en fonction, tout le monde pareil, en fonction des contextes et des situations. Je pense qu'il change, qui change énormément. Je pense qu'il a un raisonnement en cycle de vie. C'est-à-dire qu'il faut raisonner low-tech de est-ce que j'en ai besoin jusqu'à comment ça va être recyclé. Et c'est comme ça que j'ai compris son intervention ce matin. Donc, ça serait peut-être une définition. C'est-à-dire plutôt que ça soit que sur limiter la technologie en termes de capacité, de puissance, etc. C'est sur le cycle de vie complet. Comment penser globalement une diminution de l'impact technologique et de passer, donc ce serait peut-être ça. Oui, puis c'est lié aux usages de chacun, chaque entreprise, entité ou individu. Alors, il y a une question, excuse-moi, je prends les questions, pouvez-vous appeler nos auteurs? Ça s'est fait, au-delà d'une norme, la question est comment évaluer si une mise en œuvre technologique est low-tech ou pas. Une question, est-ce qu'il y a des grilles là-dessus? Est-ce que vous travaillez sur... ce matin, il y a le chercheur de l'INRIA qui disait qu'il avait des techniques de mesure. Donc, ça serait à ce moment-là qu'on se rende compte si c'est low-tech ou pas. C'est assez complexe, moi, je n'ai pas les éléments. D'accord. Oui, c'est surtout qu'il n'y a pas une réponse, il n'y a pas une grille de mesure. On l'a dit, c'est très compliqué dans le monde de l'informatique de parler de réellement low-tech. Il y a quelqu'un qui a partagé le blog du Low-Tech Lab. Donc, le Low-Tech Lab, au départ, c'est quelqu'un qui est parti faire tout le monde sur un kata. Évidemment, il est hyper autonome, mais là, on est sur de la low-tech très physique, très mécanique, très matérielle. Dans le cadre du numérique, on peut essayer d'abord réduire à sa plus simple expression le besoin. Et c'est vraiment pour ça qu'on parle de démarche, parce que lorsque c'est hébergé un site web, c'est une chose. Donc, on peut
faut réduire la quantité de données nécessaires, la duplication de la donnée sur plein de serveurs ou pas, la distance entre la donnée et les utilisateurs, la puissance du serveur qui tourne et s'il est partagé ou pas. Tout ça, c'est une démarche. Ça reste dépendant de puces qui sont gravées à l'autre bout du monde par des fabricants en Chine, en Corée ou en Asie, en tout cas. Donc, on ne peut pas parler d'une tech locale ou d'une tech hyper simple, mais par contre, on peut réduire le besoin à son essentiel. Moi, je pense que c'est vraiment ça la question de la démarche tech. Après, le livre de Biwix est excellent et je vous le conseille à tous. N'hésitez pas. Alors, Mathieu W pose une question sur Infine qui regroupe les initiatives de formation et de la même et une question tiroir et les contenus pour compléter ma question. Hélène, peut-être c'est ce travail que tu as présenté de l'INR et la mise à disposition de ressources via Hélène est partie. Donc Hélène a dû partir vu qu'on a le rendez-vous dans une demi-heure pour la suite en présentiel. Mais en effet, je pense que c'est la bonne réponse à apporter, les contenus de l'INR qui seront publiés très, très prochainement. Voilà, pensez aujourd'hui que c'est une institution qui cherche à partager, à regrouper. Et donc, mais ça veut dire qu'il faut aussi participer et aussi rentrer dans le mouvement peut-être. Donc, si vous êtes une formation, peut-être rentrer en contact avec eux pour être référencé. Et les ressources, ils ont créé un MOOC, ils ont créé des ressources pour les formations de formateurs aussi. Là, il faudrait voir le replay de l'an passé, de 2021, et l'intervention de Vincent Courboulet, qui présentait justement l'outillage à destination des formateurs. Et donc, il doit être disponible sur le YouTube de Digital 113. Exactement. La différence. Dans les références sur les compétences, peut-être que de notre site peut joindre la référence internationale. Il y a un ouvrage qui est fait sur lequel nous on s'est beaucoup basé. Il y a beaucoup d'ouvrages, donc il faudra que tu me précises ça un peu plus tard, mais je serais ravie de le partager. Futur skill. Il y a peut-être le lien, je vais regarder moi. Voilà, je prends une dernière question, il est 32 et je vois Mathilde qui me fait signe qu'il faut bientôt finir et c'est ce qu'on va faire. La dernière question, c'est, voilà, moi j'ai la fresque du climat et vous me parlez de la fresque du numérique. J'arrête la fresque du climat ou je continue, j'en fais une autre? Comment c'est question de... Il y en a plein d'autres aussi. Il y a la diversité. C'est question de... Alors, le pseudo, je n'ai pas trouvé. Je montre que c'est la première en monde. De Tuttle, voilà. Donc, je pense qu'on toutes les personnes du chat, on converge. Hein. Les deux sont complémentaires. Il y en a une qui est plus sur effectivement les changements climatiques et les problématiques voilà, des gaz à effet de serre de manière globale. La fresque du numérique se concentre sur l'ensemble du cycle de vie du numérique, comme on l'a vu depuis ce matin. Donc, à la fois les ressources, à la fois l'énergie, à la fois les problématiques sociétaux. Donc, les deux sont complètement complémentaires. Pour ceux qui ont déjà fait la fresque du climat, d'ailleurs, la fresque numérique se termine avec des cartes proposant des solutions et des axes et des pistes de réflexion. Il ne faut pas hésiter, il y a effectivement plein d'autres sur plein d'autres sujets. Cet outil-là est très efficace. Il ne faut pas hésiter à aller regarder les différentes déclinaisons en fonction des sujets que vous voulez aborder. Peut-être que par contre, il faut le considérer comme une base de sensibilisation et il faut absolument que derrière, il y ait un travail sur les actions menées, la sensibilisation des entreprises, parce que ça peut être générer de l'éco-stress. Et donc, il ne faut pas que sensibiliser et créer du stress, mais montrer qu'on peut être acteur. Il faut ouvrir sur les pistes d'action, voilà. Je suis d'accord. Et ça, c'est important, parce que sinon, ça inquiète, point, mais ce n'est pas très bon. Il faut absolument, derrière, avoir des séances assez longues hein, d'animation, de faire parler les gens, et puis surtout s'appuyer sur tous les témoignages d'entreprises, tout ce qui se fait dans les entreprises. Donc, moi, je suis beaucoup sur le terrain. Il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup de réflexions, beaucoup de partages entre activités, métiers différents. Ça, c'est une très forte richesse qui apporte des solutions. Si je peux me permettre, il y a peut-être quelque chose à faire. Déjà, il y a une compétence qu'on apprend à travers ces fresques, c'est la pensée en système et les effets et les causes, les relations avec les parties prenantes.
il y a peut-être un travail à faire sur la réflexion stratégique, sur le faire ou faire faire et la supply chain notamment, et peut-être un travail de mise en visibilité lorsqu'on communique sur la qualité d'un produit, sur ce qu'il y a derrière l'écran. C'est-à-dire que pour l'instant, on ne parle pas de ce qu'il y a derrière l'écran, mais d'expliquer peut-être qu'en ayant une conception éco-responsable, c'est différenciant pour le marché. Et il y a un changement des préférences des consommateurs qui est de plus en plus net et qui commence à arriver vis-à-vis de la technologie, ce qui n'existait pas avant parce qu'il y avait juste l'effet waouh de nouveauté, mais qu'on ne parlait pas d'écologie. Tout à fait. Et le professeur chez nous, le professeur Hélène Echanchou, a développé un modèle là-dessus. Elle se base sur la fresque du climat, mais il y a un travail c'est sur 5 jours. Et il y a 4 jours et demi de travail auprès des élèves. On mixe des groupes et on les fait travailler ensemble sur les prises de conscience, sur des solutions, sur la réflexion. Et eux-mêmes doivent fournir à l'issue des propositions d'actions responsables avec des outils, le plan qu'on connaît, mais également le modèle Flower, où on voit les impacts sociétaux de leur prise de décision. Bon, je vous propose de conclure l'atelier parce que là, on dépasse un peu. Ouais. Juste Mathilde, et après je te laisse continuer. Je veux juste répondre à Karim, Marie et Manon qui sont sur la même volonté. C'est quand est-ce qu'on aura de la formation avec mon CPF sur ce sujet? Je crois que s'il y a 3 ans, quand on a créé cet atelier, c'était pour qu'un jour cette question elle apparaisse. Donc, à suivre. Je peux que vous dire à suivre. On ne saura peut-être pas vous répondre immédiatement. Je vois que Isia est en train de répondre, que c'est en train, il faut que ça rentre en France compétences, etc. Mais c'est peut-être un sujet qui peut être abordé l'an prochain. C'est d'être comment rentrer quand on n'est pas donc c'est peut-être un sujet. J'ai tout le groupe là qu'on peut regarder dans l'année. Comment rentrer dans France compétences, comment faire que des personnes comme Karim, Manon et Marie puissent utiliser leur CPF pour ça. Ça pourrait être un sujet qu'on pourrait ouvrir dans l'année et pourquoi pas en parler avec l'INR aussi. Voilà, ça pourrait être intéressant. Mathilde, je te promets, je me tais maintenant. Non, mais c'est intéressant, c'est des débats il y a plein de choses à dire. Mais l'heure tourne et c'est pas fini le Green IT Day. Donc je voulais juste quand même remercier nos sponsors qui s'affichent à l'écran depuis tout à l'heure parce que c'est sans leur soutien en termes de contenu et aussi leur soutien financier, on ne pourrait pas livrer pour la 8e année consécutive un contenu aussi riche que ce qu'on peut vous proposer aujourd'hui. Il y a une suite, donc comme je vous disais, le Green IT Day, c'est pas fini. Donc pour les Toulousains, ceux qui sont à Toulouse, on se retrouve dans 20 minutes à Diagora, à la Beige, pour de nouveaux ateliers. Ensuite, on aura une keynote qui a pour thématique quel impact du numérique sur notre région Occitanie. Et on pourra continuer les échanges autour d'un apéritif de clôture. Et encore mieux, pour la première année, le Green IT Day, c'est pendant 2 jours. Donc, ça continue demain. Alors, pour ceux qui sont à Toulouse, on se retrouve chez Continental à Basso-Cambo et puis en streaming sur YouTube pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. C'est une matinée de sensibilisation, de découverte, de retour d'expérience d'entreprises et d'associations qui ont pu mettre en œuvre une démarche de numérique responsable et durable avec donc leur retour sur leurs difficultés et ce qui a été très bien accueilli. Et puis pour ceux qui en ont eu assez pour cette année, on vous donne évidemment rendez-vous en 2023 pour la 9e édition. Vous pouvez d'ores et déjà le noter dans votre agenda, c'est le 5 octobre 2023 où on pourra continuer à discuter, comme l'a dit Bertrand, de nouveaux sujets. On retrouvera très certainement un atelier formation et donc on sera ravis de vous y retrouver pour parler de toutes ces évolutions. Merci à tous les intervenants. Comme l'a dit Bertrand en début de séance, c'est un groupe qui vit toute l'année. Donc, vraiment, merci pour votre fidélité, pour toutes ces valeurs que vous voulez véhiculer. Et vous le faites avec brio. Merci Bertrand pour ce pilotage. Et puis, je vous dis à très, très vite pour la suite. Vous retrouverez le replay d'ici quelques semaines. Et les supports, on me les a demandés par le chat, mais je pourrais les envoyer aussi aux participants, il n'y a pas de souci.